Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, suite de l'épisode précédent qui était sur Visitor Q, avec l'un des plus gros films de la filmographie de Miike, l'un de ses plus célèbres. Et qui a pourtant pleinement sa place dans Cinéma Interdit, rassurez-vous, tant il a été censuré et charcuté dans diverses régions du monde, et surtout à maintes reprises pointé du doigt pour sa violence extrême. Un peu comme Audition 2 ans plus tôt, qui avait choqué de nombreux spectateurs au point, selon la légende, de causer des malaises dans les salles de cinéma. Ces films sont la raison de la réputation de réalisateur de films extrêmes de Takashi Miike, tout simplement. Alors, voyons ensemble si celui qui nous intéresse aujourd'hui mérite sa monumentale aura. C'est parti pour Ichi the Killer. Générique. Encore plus que Audition, Ichi the Killer, adaptation du manga du même nom de Hideo Yamamoto, fut pointé du doigt pour son degré de violence assez inouï, au point d'être considéré par certains, encore aujourd'hui, comme l'un des films les plus violents et choquants de l'histoire du cinéma. Nous allons décrypter tout cela, même si la question ne sera pas de savoir si Ichi the Killer est réellement le long métrage le plus violent de tous les temps, la réponse est de toute façon non, et ça n'est pas très intéressant de se pencher là-dessus. Non, ce qui est pertinent, c'est d'essayer de décrypter l'usage que Miike fait de cette violence, dans quel but et de quelle manière, ce qui nous permettra de comprendre pourquoi Ichi the Killer est un chef-d'œuvre absolu, en plus d'être définitivement l'un des films majeurs d'une filmographie pourtant riche d'innombrables œuvres. Ici, changement radical de décor par rapport à Audition. L'intrigue se déroule en plein Kabukisho, le quartier chaud de Shinjuku, au centre de Tokyo, l'un des théâtres cinématographiques préférés de Miike, dans des ruelles aux mains des Yakuza, les mafieux japonais, emplis de clubs à hôtesses et où règne la violence. Nous y suivons Kakihara, un lieutenant Yakuza masochiste à l'extrême, dont le chef, Anjo, vient de disparaître sans laisser aucune trace. Perdu sans son boss, qui est également en quelque sorte son amant, puisqu'il lui infligeait les souffrances et douleurs intenses, source de son plaisir, il décide de mobiliser le reste du clan pour partir à sa recherche, bafouant au passage de nombreuses règles du milieu. En parallèle, nous suivons Ichi, sorte de parodie de super-héros, assassin de Anjo et manipulé par un certain Jiji, qui souhaite l'utiliser pour détruire entièrement le clan Anjo. Tout cela va résulter en bon nombre de meurtres crapuleux, de séances de torture douloureuses et surtout de giclées de sang gargantuesques. Vous l'aurez compris, mais la violence et la souffrance sont au centre du film, mais de façon assez inhabituelle. Dans Ichi the Killer, tous les personnages sont soit des sadiques, soit des masochistes, même si certains peuvent être un petit peu les deux. Cela conditionne ainsi immédiatement leur rapport à la violence et de quel côté du coup de poing ils se trouvent. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Ichi the Killer se centre au départ sur la même idée que Audition, la recherche du partenaire amoureux, idéal. Kakihara, perdu sans Anjo, fait tout pour le retrouver. Mais quand il se rend compte que son chef est bel et bien mort, sa quête se transforme et il se met alors à chercher un nouveau partenaire capable de lui infliger les souffrances qu'il aime tant. Et cette recherche va lui faire passer du statut de masochiste à celui complètement opposé de sadique, puisque pour obtenir des informations sur l'objet de ses recherches, il torturera de façon abominable, utilisant sa connaissance de la souffrance contre ses victimes. Ainsi, il testera sa complémentarité avec une escorte, déjà admirative de ses méthodes et prête à tout pour se rapprocher de lui. Malheureusement, elle se montrera incapable de lui infliger les souffrances qu'il espère. Son partenaire idéal tombe alors sous le sens. Ça ne peut être que l'assassin Ichi, lui qui élimine les membres de son clan de façon atroce les uns après les autres, au point de commencer à l'effrayer, même lui, Kakihara, l'adepte de la douleur. C'est ainsi que, ironiquement, il se met à rechercher Ichi, non pas pour venger son boss, mort sous ses coups, mais bien pour pouvoir, à son tour, subir cette souffrance ultime et peut-être avoir la chance, selon lui, d'y succomber. Kakihara a sa propre version, assez personnelle, de l'amour.
Ainsi, quand on comprend un tant soit peu le caractère de Kakihara, on se rend compte que ses actes de violence sont bien souvent sexuels, surtout ceux qu'il s'inflige à lui-même. Lorsqu'il se tranche la langue en signe de repentance au boss Yakuza auquel son clan est rattaché, c'est non seulement un geste de provocation à leur égard, et donc un manque de respect, mais surtout de la masturbation, venant de lui. Il se donne un petit shot de cette souffrance dont il manque cruellement en l'absence de son chef. Plus flagrant encore, lors de son face-à-face final avec Ichi, déçu par le spectacle pitoyable offert par celui qui devait être son partenaire de rêve, il décide de percer ses propres tympans, provoquant ainsi un échantillon de la douleur qu'il espérait subir à l'origine. Mais nous reviendrons un tout petit peu plus tard sur cette scène cruciale. Vous le verrez, mais bien comprendre le personnage de Kakihara est crucial pour saisir toute l'essence du film. Mais ce n'est pas le seul. Ichi aussi offre son lot de caractéristiques intéressantes. Jeune homme en fin d'adolescence, constamment en train de pleurnicher, il est une caricature de héros. La première fois qu'on le voit, c'est lorsqu'une escorte est en train de se faire violer et tabasser par son Mac. Ichi est à l'extérieur et observe la scène, et la caméra commence par s'intéresser à son costume, similaire à celui d'un super-héros. Le spectateur s'attend alors logiquement à voir Ichi surgir et à secourir la demoiselle en détresse, mais son comportement est davantage celui d'un pervers voyeur. Et même après qu'il soit effectivement intervenu et ait éliminé le criminel, il propose à l'escorte de la violer à son tour. On comprend que le comportement qu'il punit n'est pas le viol, mais bien l'agression. Ceci est dû à la manipulation qu'il subit de la part de Gigi, qui le tient sous hypnose depuis le début et lui a implanté de faux souvenirs dans la tête. Selon eux, Ichi aurait vécu une scène sordide quelques années plus tôt, au lycée. Il aurait assisté, impuissant, à l'agression et au viol d'une camarade de classe. Mais si l'agression l'a évidemment choqué, il fut également excité par la violence et l'humiliation subie par la jeune femme, une excitation qu'il n'assume pas du tout. En résulte une sexualité immature et non maîtrisée, à partir de laquelle Gigi bat son emprise sur Ichi. Dans l'esprit de l'assassin, les Yakuza du clan Anjo sont les agresseurs de cette jeune lycéenne lors de ce moment traumatisant pour lui, et la seule façon pour Ichi d'aller de l'avant est donc de tous les éliminer jusqu'au dernier. Parce que là, pour vous, c'est un petit peu vaseux. Mais pas d'inquiétude, vous allez vite comprendre. Et enfin, c'est là le centre du génie de Ichi the Killer. Nous avons Gigi, incarné par le metteur en scène de génie Shinya Tsukamoto, réalisateur de Tetsuo, entre autres, le seul personnage dont les intentions restent mystérieuses, car le film ne nous donne que très peu d'informations sur lui. Nous ne savons pas très bien pourquoi il déteste autant le clan Anjo et souhaite sa destruction, ne savons pas d'où lui viennent ses pouvoirs hypnotiques, ses liens avec Ichi, rien du tout. Et ce n'est pas dû à un défaut d'écriture, au contraire. Gigi est le marionnettiste tout-puissant du film, celui qui prévoit les mouvements de tous les autres personnages et orchestre toutes leurs actions, bouge ses pions les uns après les autres pour atteindre ses objectifs en manipulant parfaitement Ichi. Et son plan se déroule à merveille du début à la fin du film. Il se rapproche quasiment d'un dieu vivant, tant il semble intouchable durant tout le long métrage, jusqu'à la symbolique proposée par la seule scène dans laquelle il est directement impliqué, lorsqu'il nous révèle son corps musculeux, celui d'un authentique dieu du stade, qui est une représentation visuelle de sa puissance et de son invulnérabilité. En fait, pour toutes ces raisons, Gigi est l'alter ego du metteur en scène, et donc ici de Takashi Miike lui-même, et toutes ses actions peuvent être mises en parallèle avec les intentions du cinéaste. C'est également pour cette raison que Miike a choisi un autre réalisateur pour l'interpréter, pour mettre en lumière la fonction du personnage dans le film. Et quel réalisateur, rappelons-le! Shinya Tsukamoto, très respecté partout dans le monde et grand ami de Miike, à tel point que celui-ci ait lui-même réalisé une sorte de making-of du film Gemini, une occasion unique pour venir voir comment Tsukamoto travaille. Une histoire assez incroyable. Bref, je reprends. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais Ichi the Killer alterne deux types de violences. Les violences grotesques, totalement exagérées et over the top, qui nous sont offertes de front, envoyées en pleine face sans nous cacher aucun détail. Par exemple, lorsque le Mac se fait littéralement trancher en deux par Ichi, c'est volontairement ridicule, et les CGI employés pour la scène enlèvent encore un peu de réalisme à l'ensemble. Même chose lorsque Kakihara torture un autre Yakuza qu'il pense détenir des informations sur son chef disparu. La scène en elle-même paraît choquante, surtout quand il lui verse de l'huile bouillante sur le dos, mais quand on se rend compte qu'il utilise l'huile dans laquelle il faisait frire des crevettes quelques secondes avant, ce qui fait partie de l'humour gastronomique récurrent de Miike, on ne peut pas prendre la scène au sérieux. L'ambition derrière ces choix est de provoquer le rire, ou un wow de surprise, pour reprendre les mots de Tom Mess, pas de choquer ou de dégoûter. C'est de la violence fun de bande dessinée ou de jeux vidéo.
Mais à côté de ça, à plusieurs reprises, nous avons droit à une violence beaucoup plus froide et réaliste, lors de scènes de torture moins exubérantes, comme quand Kakihara et les jumeaux s'en prennent à une jeune femme. Ils s'en prennent très brutalement à elle, vont jusqu'à lui arracher les tétons, mais pourtant, visuellement, tous les moments difficiles sont épargnés au public. Comme lors de la torture de Audition, Miike utilise le pouvoir de la suggestion, du hors-champ et des bruitages explicites pour que son spectateur puisse lui-même combler les blancs laissés par ses plans. Ainsi, c'est bien lui qui choisit l'intensité de la violence de la scène, puisque c'est dans son esprit que vont naître ces images sadiques que le film décide délibérément de ne pas montrer. Si, après avoir regardé Ichi the Killer, quelqu'un devait en ressortir traumatisé, ce serait par sa propre imagination, pas par ce qu'il aura vu. Plus fou encore, le spectateur qui trouve du plaisir dans le spectacle de la violence va se mettre à en attendre beaucoup plus, puisque la promesse principale du film est tout de même celle du duel entre Kakihara et Ichi, les deux pourvoyeurs principaux de brutalité et de sadisme du long métrage. Et Miike va s'amuser avec ce désir, cette soif de violence du spectateur, en ne lui donnant finalement rien du tout. Imaginez un petit peu, être pressé que le film vous offre le combat final entre deux brutes épaisses, deux faces d'une même pièce, qui massacrent à tour de bras de façon hyper graphique. Et que, finalement, vous obtenez rien du tout. Frustrant, non? Car le combat final entre les deux rivaux n'est qu'un pétard mouillé. Enfin, face à face, Ichi finit par s'écrouler, en larmes, incapable d'assumer les émotions mises dans son esprit par Jiji, et passé à tabac par Takeshi, un vulgaire marmot. Pour Kakihara, la déception est immense. Son bourreau, son amant idéal, celui qui devait lui faire subir les pires souffrances, en bref, son fantasme absolu, est en fait inoffensif, pitoyable, et bientôt, le bruit de ses larmes en devient insupportable pour le Yakuza. C'est pour cette raison qu'il se perce les tympans. Seulement voilà, rebondissement inattendu, une fois qu'il s'est lui-même infligé cette intense souffrance, Ichi cesse de pleurer, et il se tient, debout face à Kakihara, la tête de Takeshi dans les mains, avant de l'agresser avec ses fameuses lames tranchantes, provoquant une chute qui se révélera mortelle. Le spectateur a-t-il donc eu la violence qu'il espérait, tout comme Kakihara? Pas sûr. L'enchaînement de ces actions n'est pas logique, et en vient à nous faire penser que cela ne se déroule que dans l'esprit de Kakihara, brouillé par la souffrance de ses tympans percés et par son immense désir non comblé. C'est l'illusion de la matérialisation de son fantasme. En réalité, il a probablement sauté dans le vide tout seul et a donc en fait commis un suicide. Nous pouvons le constater car, une fois la scène terminée, Ichi est toujours larmoyant sur le sol, roué de coups par Takeshi, comme si de rien n'était. Aussi, la blessure infligée à Kakihara par Ichi a disparu lorsque Jiji vient inspecter son corps, et sa position au sol ne correspond pas à celle qu'il avait avant sa chute. Et j'insiste sur ce point, ce n'est ni une interprétation, ni une théorie. En étant un tout petit peu attentif, c'est même clair comme de l'eau de roche, mais juste assez subtil pour passer inaperçu lors du premier visionnage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous l'aviez vu. Kakihara n'aura donc pas obtenu ce qu'il désirait. Lui qui souhaitait plus que tout mourir en agonisant, se donne la mort tout seul, et son partenaire idéal, celui en qui il avait placé tant d'espoir, est une cruelle désillusion de plus. Miike renforce cette sensation de déception, voire de désespoir, en nous remettant à plan de Kakihara, déçu de son essai avec l'escorte dont nous parlions plus tôt, avec qui cela n'avait pas non plus fonctionné. Il meurt donc seul, sans avoir trouvé l'amour, ou du moins ce qu'il estime être l'amour. Et c'était clairement l'objectif de Jiji. Son souhait était d'éliminer le clan Anjo, mais de le faire de la pire des façons possibles, de les humilier, de leur refuser la moindre once de bonheur. Et c'est là que nous pouvons accentuer le parallèle entre le personnage de Jiji et Miike lui-même, ainsi que leurs intentions. Miike a refusé au spectateur cette violence qu'il espérait recevoir lors de ce combat final, et qui semblait promise par le ton du film. Ce que le public obtient de Miike, c'est la même chose que ce que reçoit Kakihara de Jiji. Rien qu'une désillusion. Mais qu'est-ce que la vie, si ce n'est une longue suite de désillusions? Mais en se rendant compte de la déception éprouvée suite à ce rendez-vous manqué avec un sommet de brutalité, le spectateur se rend compte de son propre désir de violence, de son propre sadisme. Et le véritable coup de génie du cinéaste réside dans ce sentiment qu'il arrive à provoquer chez son audience. On se rend compte alors du parallèle qui est fait durant tout le film entre Kakihara et le spectateur amateur de violence. Ils sont les mêmes, sont tous les deux en quête de sang, de souffrance, de scènes choquantes et douloureuses, et alors que le souhait de Kakihara de subir cette violence ultime provoque son autodestruction, le désir du spectateur d'assister à un tel spectacle se retourne contre lui en se changeant en déception. Surtout que dès le commencement, Ichi the Killer présente cette violence comme futile.
Après tout, nous suivons la quête de recherche de Kakihara et des siens pour retrouver un homme que nous savons déjà mort, ce qui rend toutes leurs exactions inutiles et purement gratuites, sans aucune débouchée possible. Le fait que cette violence soit offerte de façon aussi insistante et même répétitive, que chaque scène choquante en entraîne une autre sans jamais se diriger vers aucune forme de résolution autre que la destruction entière de notre groupe de protagonistes, va dans le même sens, et renvoie également à cette futilité. Miike nous exprimait en fait déjà très clairement l'idée que ce qu'il va nous proposer, c'est de la violence gratuite, et que si nous apprécions tant ce spectacle, ça en dit long sur nous. Une fois Kakihara mort, c'est la fin du jeu d'échecs entre Miike et nous, donc Jiji n'a plus de rôle non plus. Et cela explique pourquoi, lors de la scène finale, nous pouvons le voir pendu. Nous ne savons pas pourquoi ni comment. S'est-il suicidé? A-t-il été retrouvé par un survivant de cette guerre qui se serait vengé? Aucune explication n'est donnée, mais nous n'en avons pas besoin. Tout comme pour Miike, dont Jiji est l'alter ego, il a rempli son rôle, et peut donc se retirer. Nous montrer son cadavre est juste une façon de marquer la fin de l'histoire. Aussi, nous pouvons apercevoir Takeshi durant la même scène qui se retourne vers la caméra. Cette fois, c'est une invitation faite par le cinéaste au spectateur à tirer sa propre conclusion. Takeshi continue sa vie, seul survivant apparent du film, mais nous ne savons pas ce qu'il devient, quels sont ses projets, quel futur l'attend après tout ce à quoi il a assisté. C'est pareil pour le spectateur, à lui de tirer les enseignements qu'il veut du film et de continuer sa vie comme il l'entend après. C'est une fin tout simplement parfaite et à milieu de la bêtise méchante que de nombreux critiques ont attribué à Ichi the Killer. Et Miike est ici au sommet de son art. Il explore les limites du médium cinématographique et les propriétés artistiques de la violence qu'il utilise comme outil pour provoquer une réflexion sur notre rapport à l'image, mais il expérimente aussi l'interaction entre le spectateur et le film. Chaque détail du métrage est absolument crucial et la preuve en est que toutes les tentatives de censure exercées contre lui ont en fait contribué à le rendre bien pire, puisqu'elles lui ont enlevé toute sa pensée et ses objectifs artistiques. En coupant certaines de ces images violentes, on rend effectivement le film bête et méchant, puisqu'il ne peut plus exprimer son fond correctement et ne propose alors qu'une succession de scènes brutales sans signification ni but précis. Pour finir, les réactions virulentes que le film a reçues à sa sortie sont finalement une preuve du succès de l'entreprise de Miike, lui qui voulait mettre le spectateur face à son propre rapport à la violence. Peut-être que ceux qui se sont le plus offusqués sont ceux qui devraient remettre en question leur vision de cette violence. Mais je vous laisse réfléchir à cette question de votre côté. En l'occurrence, Ichi the Killer est dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps, et je pense que vous l'aurez compris. Cette vidéo est à la base issue de mon essai/documentaire sur Takashi Miike, qui fut projeté avec cette partie au Club de l'Étoile à Paris et au Quai 22 à Namur. Il nécessite encore quelques ajustements avant d'être diffusé à nouveau, mais rassurez-vous, je vous tiendrai au courant, et tôt ou tard, vous pourrez le voir. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode de Cinéma Interdit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, voire même pourquoi pas à faire un petit don sur Tipeee. Vous le trouverez en description. C'est grâce à votre aide que je peux réaliser des projets toujours plus fous. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.